Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bonjour, nous débutons aujourd'hui une série de 5 cours consacrés à la Terre et au système solaire dans l'univers. Le propos de cette série de cours est de situer notre planète dans ce vaste univers en insistant sur sa spécificité. Mais non pas en nous contentant de regarder de belles images ou de donner beaucoup de valeurs numériques, mais en expliquant vraiment et en démontrant les méthodes qui ont pu être utilisées pour arriver à cette connaissance. C'est-à-dire que nous allons utiliser des concepts d'astrophysique, des concepts de géophysique externe, pour appréhender des réalités qui sont bien trop éloignées dans l'espace et par là même dans le temps, pour être directement connues. J'ai dit nous allons avoir une série de 5 cours. Nous allons tout d'abord poser le sujet, c'est-à-dire définir des échelles de distance dans l'univers et déjà quelques petits concepts physiques très simples. Puis, dans un second cours, nous verrons quelles sont vraiment les méthodes de l'astrophysique qui nous permettront de mieux connaître les étoiles, et en particulier notre étoile Soleil, d'où vient toute l'énergie dans le système solaire. Le troisième cours sera en quelque sorte un cours de géographie du système solaire dans lequel nous étudierons les différents objets qui constituent le système solaire et nous ferons une étude de planétologie comparative puisque les mêmes phénomènes physiques vont arriver à des résultats comparables. Le quatrième cours sera un cours sur l'histoire de ce système solaire. Là encore, les méthodes que nous aurons développées nous permettront de remonter à l'origine du système solaire et de décrire son évolution. Et enfin, le dernier cours sera consacré plus spécifiquement à la Terre et à son environnement, c'est-à-dire la biosphère, son atmosphère, les relations entre le Soleil et la Terre et l'interaction avec les autres objets du système solaire. Nous allons donc voir essentiellement les objets de l'univers en appréhendant la distance de ces objets, distance qui est d'ailleurs mesurée par des grandeurs comme l'unité astronomique, l'année de lumière ou encore le parsec. Ces objets sont très différents. Il est fréquent d'entendre parler d'étoiles filantes, de satellites, de planètes, d'étoiles, de supernovas, de galaxies, de quasars. Tous ces objets sont à des distances extrêmement différentes les uns des autres et précisément nous allons chercher à organiser cet univers. Une façon simple, naïve de se représenter les choses et tout de même réaliste, c'est de se dire que l'univers est constitué de 3 boîtes incluses les unes dans les autres. Et précisément c'est le plan que nous allons suivre. Tout d'abord le système solaire avec le Soleil, la Terre, les planètes, qui est des centaines de milliers de fois plus petit que la galaxie, c'est-à-dire notre galaxie, avec les étoiles visibles, avec la plupart des nébuleuses, et elle-même qui est tellement plus petite que le vaste univers, constitué de galaxies et même d'objets plus exotiques encore. Premier domaine dans l'exploration de l'univers, le système solaire. Il est usuel de dire, depuis les débuts de l'exploration spatiale, vers 1960, que le système solaire constitue la grande banlieue de la Terre. Il faut toutefois garder bien présent à l'esprit que les dimensions dans le système solaire sont déjà considérables et que son exploration, par des engins spatiaux, représente une entreprise extrêmement complexe. Partons donc de la Terre. La Terre, nous savons tous que c'est en première approximation une sphère dont le rayon est de l'ordre de 6400 km. Aujourd'hui, les techniques de géodésie spatiale permettent de connaître avec précision la forme de la Terre. Nous retiendrons simplement que la Terre
en première approximation, est un ellipsoïde aplati avec un rayon équatorial qui est légèrement plus grand que le rayon polaire. Et évidemment, si la Terre est aplatie, c'est parce qu'elle constitue un objet fluide en rotation rapide, en un jour, autour de l'axe des pôles. Sur une figure, on va classiquement voir que l'axe des pôles est incliné, tout ceci parce que l'équateur perpendiculaire à l'axe des pôles est lui-même incliné d'environ 23 degrés par rapport au plan orbital de la Terre, l'écliptique. Donc notre Terre, dont nous allons partir pour cette exploration du système solaire, est entourée d'une atmosphère gazeuse. Cette atmosphère est facilement perceptible à faible altitude, mais elle s'élève très haut dans l'atmosphère et même au-delà de 100 km d'altitude. Évidemment, plus on va s'élever dans l'atmosphère, plus la densité va décroître, plus la pression atmosphérique va décroître. Et même au-delà de 100 km d'altitude, on va pouvoir observer des phénomènes optiques qui vont témoigner de la présence de cette atmosphère. Premier phénomène, les étoiles filantes. Un spectacle assez familier qui provient en fait de l'arrivée sur les couches denses de l'atmosphère de la Terre, entre 150 et 100 km d'altitude, de toutes petites particules d'origine extraterrestre, des petites particules solides de l'ordre de 1 mm de diamètre environ. Et lorsque ces petites particules arrivent avec grande vitesse sur l'atmosphère, elles s'échauffent et produisent cet effet lumineux. On voit toutes les étoiles filantes qui semblent provenir de la même région du ciel. C'est uniquement un effet de perspective. Ainsi, les étoiles filantes qu'il est fréquent de voir au mois d'août entre le 10 et le 15 août sont appelées les Perséides parce qu'elles semblent provenir de la constellation de Persée. Second phénomène, les aurores boréales ou australes. Comme leur nom l'indique, elles ne sont visibles que dans des régions polaires, à haute latitude, nord ou sud, en toute rigueur, haute latitude géomagnétique. En effet, les aurores proviennent de l'interaction avec la haute atmosphère de la Terre, entre 300 et 200 km d'altitude, de petites particules énergétiques, des électrons, des atomes d'hydrogène, qui se trouvent piégés le long des lignes du champ magnétique de la Terre. Et ces particules énergétiques elles-mêmes viennent en fait du vent solaire, parce que le Soleil nous envoie non seulement de la lumière, mais des particules énergétiques. La plupart d'entre elles sont bloquées par une onde de choc qui se trouve à peu près à 100 000 km de la Terre du côté du Soleil, et quelques-unes, comme je le disais, descendent le long des lignes du champ magnétique à très haute altitude dans les régions polaires. Beaucoup plus haut que les aurores, nous arrivons vers la Lune, le satellite naturel de la Terre, dont la distance moyenne est de l'ordre de 380 000 km. Quand nous regardons la Lune, nous la voyons telle qu'elle était il y a un peu plus d'une seconde. En effet, la lumière se propage à environ 300 000 km par seconde. Donc, pour décrire ce chemin de 380 000 km, il lui faudra 1 seconde, 3. Il est intéressant de remarquer que nous voyons pratiquement toujours la même phase de la Lune. C'est parce que la Lune tourne avec un mouvement dit de rotation synchrone, c'est-à-dire que sa période de révolution est comparable à sa période de rotation autour de son axe, ce qui fait pratiquement 29 jours. C'est un phénomène de résonance qui produit cet effet alors que la Lune décrit son orbite en passant par les phases qui nous sont familières de nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. Bien plus haut que la Lune, bien plus loin, le Soleil, notre étoile. Sa distance moyenne à la Terre est de l'ordre de 150 millions de kilomètres, 149,6 millions de kilomètres pour être un peu plus précis. Le Soleil est un astre de très grande dimension, 700 000 km de rayon à comparer aux 6400 km de rayon de la Terre dont on parlait tout à l'heure. Et cette distance considérable de 150 millions de kilomètres, eh bien, on l'utilise comme une unité de mesure dans le système solaire. C'est ce qu'on appelle l'unité astronomique, UA en abrégé. Et on peut se rappeler que la lumière, pour parcourir une unité astronomique, va mettre environ 8 minutes, le temps que met la lumière pour aller du Soleil à la Terre.
La Terre, évidemment, décrit son orbite autour du Soleil, orbite qui, sur la figure, est représentée de façon beaucoup plus allongée qu'elle ne l'est en réalité pour la compréhension du problème. Et nous allons en profiter pour faire quelques rappels sur les ellipses. Une ellipse, donc par exemple, décrite par la Terre avec le Soleil au foyer. Une ellipse va être caractérisée par deux grandeurs. Tout d'abord, la longueur du grand axe, qu'on appellera 2A. La longueur du grand axe, c'est la longueur de cet axe le plus allongé. Et ici, indiquons-la, donc 2A. Et puis, l'ellipse va aussi être caractérisée par son excentricité. L'excentricité, petit e, c'est le rapport petit c sur a de la distance entre le centre de l'ellipse O et le foyer, cette longueur petit c, au demi-grand axe, ce qui veut dire que l'excentricité est une grandeur sans dimension. Si nous définissons l'excentricité et le demi-grand axe, c'est essentiellement pour pouvoir caractériser la distance au périhélie. Périhélie, du grec péri, proche, hélios, soleil, c'est le point le plus proche du Soleil sur l'orbite. Ici, le point A. Et cette distance au périhélie, eh bien donc SA, elle est égale à OA moins OS, ce qui nous fait donc petit a moins OS, c'est petit c, c'est-à-dire encore EA, c'est-à-dire petit a, facteur de 1 moins E. Et de même, nous pouvons définir la distance à l'aphélie. Alors l'aphélie, c'est le point le plus éloigné sur l'ellipse, A' ici, et nous allons avoir SA' qui est égal à OA' plus OS, c'est-à-dire à A, facteur de 1 plus E. Eh bien, nous pouvons maintenant faire une application numérique, appliquer ces formules au cas de la Terre. Pour la Terre, nous avons vu que petit a est égal à 149,6 millions de kilomètres, ou 1,496 10 puissance 11 mètres pour travailler en système international, cependant que E, l'excentricité, l'excentricité est très faible, elle est de 0,0167. Et le résultat du calcul que vous avez pu faire, c'est donc que SA, la distance au périhélie, est de l'ordre de 147 millions de kilomètres, cependant que SA' est de l'ordre de 152 millions de kilomètres. Alors, ce qu'on peut signaler à ce propos, c'est que la Terre passe à son périhélie, le point le plus proche du Soleil, au début du mois de janvier, alors qu'elle passe à son aphélie, le point le plus éloigné, au début du mois de juillet. Et cela signifie que les variations thermiques, les effets saisonniers, sont moins marqués dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Mais évidemment, ce qui va piloter en priorité la température d'une planète, c'est sa distance au Soleil. Et précisément, nous allons maintenant démontrer comment varie la température avec la distance au Soleil. Intéressons-nous tout d'abord à l'énergie que la planète reçoit du Soleil. Le Soleil émet des ondes sphériques et l'énergie reçue va donc varier en 1 sur R2, où R est la distance au Soleil